Bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi de vous accueillir à cette deuxième journée de notre événement international en ligne. Enjeux des organisations 2021, quelles compétences? Nous avons hier, lors de la première journée du 14 avril 2021, réalisé un tour d'horizon assez large avec une dizaine d'experts, éminents experts du Maroc et de l'international, sur les thématiques qui sont propres à tous les secteurs d'activité. Et donc, lors de cette première partie de notre événement qui se déroule sur 3 jours, donc pour rappeler rapidement la structure de l'événement, la première journée est dédiée à tous les secteurs. La deuxième, en effet, qui est la journée d'aujourd'hui, le 15 avril, est dédiée au secteur bancaire et financier. Et la troisième sera dédiée au secteur de l'assurance. Et bien, lors de cette première journée, nous avons pu passer en revue, lors d'un horizon, comme je l'ai dit, vraiment très, très riche de contenu, très riche d'analyses pertinentes et impactantes, des problématiques de tous les secteurs d'activité. Et ce qui est remonté des échanges, ce qui est apparu comme étant des grandes tendances communes à travers l'ensemble des interventions, à savoir que la manière dont nous avons abordé les choses, comme nous le ferons aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de la thématique, il faut quand même la porter dans son décor avant d'aller dans le détail d'un petit rappel de ce qui s'est dit hier. D'abord, on parle bien des organisations, des enjeux des organisations, et on parle bien du facteur humain comme étant la finalité de l'analyse que nous voulons mener. Eh bien, avant de rentrer au cœur de l'organisation et de parler de la dimension humaine, il est fondamental aussi de positionner cette organisation, dans son écosystème beaucoup plus large. Et l'écosystème que nous avons passé en revue hier et que nous évoquerons aussi aujourd'hui, c'est bien en effet ce qu'on va appeler les différents environnements. Et nous avons décidé de poser l'analyse et de poser le débat autour de 2 niveaux d'environnement. Le premier qui est l'environnement macro, vous connaissez bien la composante ou les composantes de ce dernier, mais on peut quand même en citer quelques-uns d'éléments qui définissent l'environnement macro. La situation économique globale, les enjeux politiques, le contexte réglementaire, enfin tout ceci sont tant d'environnements qui font partie de l'environnement macroéconomique. Et sur le microéconomique, il est fondamental de parler de ce qui concerne l'environnement de l'organisation en direct, à savoir toutes les problématiques qui sont notamment liées à ces stakeholders. On parle beaucoup de ce terme depuis longtemps. Aujourd'hui, l'analyse des enjeux des organisations par les parties prenantes est d'autant plus d'actualité qu'on ressent que les écosystèmes se resserrent, ils se rapprochent et que nous avons évidemment la nécessité de travailler beaucoup plus en mode collaboratif. Alors, pour vous dire un peu ce qui est remonté des échanges d'hier, et ça donnera un peu le ton sur le démarrage de cette deuxième journée dédiée au secteur bancaire et financier pour ceux qui nous rejoignent. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être parmi nous. Encore une fois, un grand mot de bienvenue. J'aurai tout à l'heure l'occasion d'accueillir les experts qui prendront la parole aujourd'hui. Mais donc hier, qu'est-ce qu'on a dit? Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Nous avons dit que pour que les organisations puissent continuer à se développer dans la transition que nous vivons aujourd'hui, il est important qu'elles tiennent compte de leur environnement externe et qu'elles comprennent que les règles du jeu ont changé finalement. Les règles du jeu, tant en termes d'échanges économiques à l'international que de réglementation, que d'accès au financement. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de financement, que également de règles de concurrence. Et puis évidemment, la crise que nous vivons aujourd'hui, une évidence, vient à citer, et nécessaire d'être citée plutôt, c'est que nous ne sommes plus dans la même fluidité de mouvements, ni de marchandises, ni de capitaux, ni d'humains. C'est bien la première crise que nous vivons depuis l'histoire de l'humanité, où nous avons complètement transformé l'analyse de la problématique. En fait, les enjeux ont changé. Ce que je veux dire, c'est que du fait que justement, nous ne pouvons pas nous déplacer aussi facilement qu'avant. Ensuite, c'est bien la première fois que nous vivons une crise planétaire de cette ampleur. Il y a bien eu des crises à l'échelle mondiale précédemment. D'ailleurs, certains experts se sont accordés à faire un benchmark avec la crise de 29. Nous sommes bien loin du compte parce qu'en 29, la propagation de la crise s'est faite en l'espace de quelques années. Il a fallu 3 ans pour que les effets ressentis de cette grande crise se propagent à l'Europe. Alors que là, on parle d'une propagation en l'espace de quelques semaines, de quelques jours. D'un seul coup, le monde est contaminé, le monde est confiné. Et puis, quelque chose d'important est remonté des échanges d'hier. C'est que c'est la première fois que l'humain est mis en priorité par rapport à l'économique, que la dimension de survie de l'humanité, que le fait de pouvoir protéger la santé des gens, de protéger leur existence même, est prioritaire. Alors, emmener à l'organisation, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui sont tous focalisés sur des enjeux de transition. Et ce que nous avons appris en 2020
nous continuons à le relayer en 2021 avec une courbe d'apprentissage, évidemment, qui nous permet d'être encore meilleurs. Pour que les entreprises soient performantes, le facteur humain est déterminant. Et donc, le leadership de ces dernières organisations, la gouvernance en question, est essentiel à la réussite de la transition que nous vivons. Alors, parlons de ce qu'on va dire aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que nous avons en effet un programme riche, mais avant de rentrer dans le programme, vous allez le découvrir au fil du temps, nous avons prévu de faire intervenir à peu près une dizaine d'experts, soit sous une forme de questions pour un expert en direct ou de regard croisé d'experts sous forme de panel. Je vous promets une matinée et une demi-journée riche de contenu, mais je voudrais d'abord faire un petit retour en arrière. Pourquoi avons-nous posé ce projet dans la problématique de nos engagements vis-à-vis de la profession bancaire et financière? Notre groupe de formation, et particulièrement notre école bancaire, accompagne le secteur depuis 5 décennies. Nous avons été au rendez-vous de tous les grands changements de l'histoire au niveau du Maroc, mais même au niveau de certains pays d'Afrique subsaharienne. Et nous avons eu la chance de pouvoir échanger autour de la table avec les dirigeants et le privilège, j'ai envie de dire même, de plusieurs grands établissements bancaires lors de la période de octobre à novembre 2020, parce que nous-mêmes, nous nous posions des questions sur comment mieux servir nos clients dans le secteur. Eh bien, les conclusions du comité scientifique réuni avec ces grands dirigeants de place et le benchmark international que nous avons pu réaliser de par nos réseaux d'experts, mais de partenaires également. Aujourd'hui, vous découvrez le principal de ces partenaires internationaux, que je cite au passage, l'École supérieure de la banque. Nous aurons l'intervention du directeur général de cet établissement prestigieux. Donc, je vous donne vraiment rendez-vous pour l'entendre. Eh bien, les conclusions sont les suivantes. C'est qu'il y a totalement un rapprochement ou une réduction du gap entre le nord et le sud de la Méditerranée. Les analyses que nous allons faire pendant cette journée et que nous faisons pendant ces 3 jours vont dans le sens d'analyser ce qui se passe au nord et au sud. Et si je devais donner quelques exemples, aujourd'hui, on est conscient que les modèles d'affaires des banques sont en train de changer, que le coût du risque est en train d'évoluer, que les réglementations sont de plus en plus contraignantes. Et en fait, évidemment, les entreprises bancaires ou les établissements de crédit plutôt sont appelés à faire évoluer leur modèle organisationnel en conséquence. Ils sont appelés, ces établissements de crédit, à faire en sorte que la culture même de la transformation soit vue différemment. On entend parler de méthode agile, on entend parler de symétrie des attentes, entre ce que le client beaucoup plus informé, beaucoup plus digitalisé, va mettre en avant comme étant ses préoccupations, ses attentes. Ce client qui, à l'époque, venait peut-être en agence pour discuter avec son chargé d'affaires ou son directeur d'agence, le directeur d'agence étant lui-même un notable il y a quelques années, décennies de cela, aujourd'hui, le client va venir en agence simplement parce qu'il veut s'équiper ou il veut contracter un crédit sur un dossier spécifique ou être conseillé sur la gestion de patrimoine ou autre. Mais les transactions standards se font maintenant à distance. Cette banque, elle est bien digitalisée. Et cette transformation digitale, elle affecte toute organisation de l'écosystème sur toute la chaîne de valeur. Et quand je dis l'écosystème, je parle en interne d'abord, puis en externe. Alors l'écosystème externe, puis la chaîne de valeur interne, avec ses partenaires externes, les banques sont appelées à travailler différemment. Elles sont appelées à transformer leur mode organisationnel à l'écoute des évolutions que connaît aujourd'hui leur environnement ou que connaissent leurs environnements. Nous allons en parler aujourd'hui. Je pourrais passer plus de temps à vous faire part des analyses et des résultats de notre comité scientifique, mais ce que je peux vous dire, c'est que les catégories d'enjeux, elles sont comme suit. Elles sont d'abord liées à l'organisation, elles sont à la stratégie du développement de l'activité bancaire, elles sont ensuite liées aux hommes, tout de suite, au leadership, au management de proximité, elles sont liées au métier, tout ce qui est réglementation, conformité, technique bancaire, elles sont liées à la problématique de la relation client et du conseil à la clientèle. J'appuie bien sur le mot conseil à la clientèle. Elles sont enfin liées également à des sujets de transformation, comme je l'ai évoqué, la transformation digitale, numérique si vous le préférez, mais également les problématiques de conduite de changement, les problématiques qui sont liées à la gestion de projet. Oui, nous allons parler beaucoup de la méthode agile, de la gestion de projet en mode agile, parce qu'il est important aujourd'hui que les établissements bancaires travaillent d'une manière où les silos disparaissent, tant en interne qu'en externe. Bienvenue dans cette deuxième journée. Je vais d'ores et déjà inviter tout de suite notre premier intervenant. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Abdelkrim Ragni. Je vais d'abord vous présenter, parce qu'on a vraiment beaucoup d'honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est Ragni. Et merci de votre disponibilité. Donc, vous êtes un vrai produit du secteur bancaire et financier, si je me permets de le dire de cette manière. Votre CV est long, hein, il serait peut-être trop long de le raconter en détail, mais vous êtes passé par de nombreuses enseignes de place, tant filiales internationales présente au Maroc, banque marocaine à capitaux marocains. Vous avez été au Crédit du Maroc, vous avez travaillé sur des sujets
liés au développement et au programme au contrôle de gestion. Donc, vous connaissez le métier, ça va de soi. Puis directeur général d'une structure internationale de financement et de participation. Ensuite, vous avez été au Crédit Immobilier Hôtelier, donc une banque qui a une vocation aujourd'hui d'être banque universelle, évidemment, mais qui, pendant une période, a été foncièrement dédiée au crédit immobilier. Vous avez été directeur général après avoir été directeur du pôle banque, conseiller du président au groupe Tigelo Alpha Bank et administrateur directeur général de la CBAO, groupe Tigelo Alpha Bank. Et aujourd'hui, vous avez décidé de dédier vos heures de repos post-carrière, j'ai envie de dire, à ce qu'on appelle non pas une retraite, mais une transition très active en tant que consultant administrateur indépendant dans différentes structures que je ne citerai pas. Mais vous êtes expert en banque et finance et je suis ravi de vous accueillir. C'est Larny, bienvenue parmi nous. Je vous interpelle avec votre première question. Qu'est-ce que vous pensez depuis que cette transition est en cours, que nous vivons depuis quelques mois, plus d'une année maintenant? Quel est votre état des lieux finalement en analysant du point de vue de l'environnement macroéconomique et l'environnement vraiment micro des organismes bancaires ou des établissements de crédit? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme état des lieux de ce qui vient de nous arriver ces derniers mois, ce qui arrivait là, au secteur? Vous avez à peu près, on va dire, 5 minutes pour cette partie d'intervention. Alors pendant ce temps, moi, je vais remplir le temps avec une lecture d'analyse qu'on a faite. Comme ça, vous allez voir dans quelle profondeur. Ce que je voulais dire tout à l'heure pendant que nous patientons, et ça donnera du contenu, et ça fait une analyse justement de l'environnement, c'est qu'il y a aujourd'hui une très grande similarité entre ce qui se passe au nord et au sud de la Méditerranée. Donc, on a dit tout à l'heure que le choix des modèles d'une banque, modèle d'affaires, il y a la répartition de ses activités entre la banque de détail et la banque de financement et d'investissement, et bien sûr la gestion des actifs. Et en fait, ce modèle qui est construit autour de la recherche d'un équilibre durable entre les différents enjeux économiques de croissance, de rentabilité et de gestion du risque, mais également entre le choix des canaux de distribution. On a parlé tout à l'heure du canal digital qui est important. Et les banques sont aujourd'hui appelées à faire évoluer cette organisation en termes pas simplement de mode de fonctionnement et de procédures internes et également de cadre de travail. On sait qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à distance depuis quelques mois, qu'il y a pas mal de collaborateurs qui ont travaillé soit en formule hybride ou à distance. Et on vise à favoriser évidemment chez les collaborateurs le développement de, vous me dites quand l'expert est avec nous, s'il vous plaît, pour en régie. Donc, le développement de nouveaux comportements avec une capacité renouvelée d'être beaucoup plus productif. Il faut reconnaître que le travail à distance, pour ceux que ça a impacté, a créé un certain niveau de lassitude. On n'en a pas parlé hier lors de la journée introductive. Et donc, c'est là qu'on a parlé de notion d'agilité, d'une nouvelle approche de travail dite beaucoup plus son intelligence collective. Et avec une capacité de créativité. Un directeur général de banque me disait la méthode agile, pour moi, c'est le fait de mettre en valeur la capacité de tout un chacun de s'autocritiquer, de se remettre en question et de contribuer à l'intelligence collective avec un apport beaucoup plus constructif que dans des méthodes plus classiques de gestion de projet. Donc, la première question rapidement, on a à peu près encore 10 minutes pour notre panel introductif. Après, on enchaîne directement sur le panel suivant. La session suivante. Donc, est-ce que vous pouvez nous brosser en 3-4 minutes l'état des lieux de l'environnement dans lequel évoluent les établissements bancaires depuis l'établissement de crédit depuis la crise, s'il vous plaît. Merci, je vous écoute. Bienvenue parmi nous. Très bien. D'abord, merci pour votre invitation et je souhaite la bienvenue à tous les participants et j'espère contribuer au débat sur cette question fondamentale qui effectivement a pour finalité la reconception de toute la formation de l'humain pour accompagner ces mutations rapides. D'abord, au niveau du secteur bancaire, il faut rappeler 3 éléments très importants, à savoir que le secteur est régulé aux normes internationales bâloises et le secteur marocain a veillé depuis le départ à se mettre au diapason de cette régulation internationale. Deuxième élément, c'est que le secteur bancaire a un devoir de vigilance qui est basé sur tous les efforts qui ont été faits pour mettre à l'abri le marché marocain et le marché financier international contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Et puis, en troisième niveau, la nécessité de la maîtrise des divers risques eu égard aux besoins de fonds propres. Cela a abouti à des concentrations des centres de décision et à l'expansion rapide des réseaux bancaires. Aussi,
comme conséquence, il y a eu une grande mutualisation de certaines plateformes, notamment au Maroc, comme l'exemple de la monétique, ce qui a permis au secteur de se soumettre aux règles internationales de conformité telles que la règle des PCI DSS. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que le secteur bancaire et financier marocain est performant, il a anticipé sa modernisation sous la vigilance d'une banque centrale performante, à savoir Banque Al-Maghreb. Alors, depuis la crise, ce qui a marqué le secteur, c'est d'abord le maître mot de la digitalisation qui a permis un processus d'accélérer le processus qui est entamé depuis quelques années au vu de son rythme accéléré. D'abord, les services à distance, c'est un accès généralisé aux clients. Les établissements, il y a eu un établissement de conventions nombreuses avec les participants publics et privés. Il y a eu l'allègement important des travaux documentaires à travers la numérisation de pas mal de documents, ce qui aura un impact sur les charges de travail des équipes internes des banques. Deuxièmement, il y a eu l'assouplissement des dispositions réglementaires des banques centrales. Cela est dicté par le fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, que la priorité a été donnée à l'humain. Dans le cadre de cette crise, il fallait absolument préserver l'humain. Préserver l'humain, c'est préserver le tissu et le fonctionnement économique qui lui permet de garantir sa vie et de garantir ses revenus. Donc, dans ce cadre, l'État a fait un effort important dans le cadre de l'assouplissement des équilibres de trésorerie à travers le rôle donné à la Banque centrale pour permettre aux banques de réguler leur trésorerie, l'intervention de l'État pour garantir les crédits à l'économie, des crédits nouveaux, des crédits souples à des coûts relativement compétitifs. Et puis, cela a abouti aussi de plus en plus à l'exigence vis-à-vis des entreprises, à plus de transparence, notamment les PME et essentiellement. Et puis, la rationalisation du réseau d'agences entamé par certains établissements, puisque aujourd'hui, un certain nombre d'établissements ont commencé à réduire le réseau physique de leurs agences compte tenu du fait qu'elles peuvent s'en passer et du fait que la numérisation et la digitalisation leur a permis de rester en phase avec leur clientèle. Et la croissance importante des établissements de transfert d'argent aussi, que ce soit des transferts nationaux ou internationaux, ont permis de soulager les banques de la gestion du cash. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur la situation du secteur depuis l'avènement de la crise. Parfait. Alors donc, ce qui est important de retenir dans ce que vous avez dit, merci pour cette introduction, c'est évidemment que le secteur bancaire et puis la maîtrise des risques qui est en augmentation, les risques étant en augmentation évidemment, les risques d'insolvabilité, j'entends bien notamment, mais aussi une meilleure maîtrise des risques du fait d'une excellente régulation par notre régulateur Banque Maghreb qui de tout temps a toujours été en mesure d'accompagner toutes les problématiques réglementaires et leur transition d'un modèle international, enfin des réglementations internationales vers la conformité spécifique aux règles nationales. Vous avez parlé des nouvelles activités avec la monétique qui se réglementent également et qui permet des nouvelles opérations, des transferts de ressources également plus facilement. On peut citer au passage des transferts de fonds des Marocains résidant à l'étranger qui sont en augmentation et ça va dans le sens également du financement de l'économie, mais également du rôle en parallèle qu'ont engagé les établissements bancaires à soutenir l'écosystème des entreprises en besoin de financement en trésorerie plus en besoin de trésorerie et puis également la nécessité de permettre au tissu économique constitué beaucoup de TPME dans notre pays et dans d'autres pays de la région évidemment de réussir à continuer à opérer normalement dans des conditions très difficiles en termes de cycle économique. Je précise, je me suis arrêté un moment sur ce point, Célarni, parce que nous aurons un expert tout à l'heure qui nous parlera du partenariat stratégique entre les banques et les TPME pour une croissance durable. Donc, c'est l'occasion de planter également la perspective de ce thème. Merci. Et puis, alors, en termes de perspective pour un futur proche, de ce qui est connu en termes d'évolution récente, qu'est-ce qu'on peut attendre comme nouveauté dans les mois à venir?
Alors, d'abord, jusqu'à maintenant, on parlait de la bancarisation des territoires. Désormais, il est permis de parler de la bancarisation de tous les citoyens, puisqu'aujourd'hui, les banques, à travers les services qu'elles offrent, peuvent être exonérées du support physique des agences qui étaient un coût extrêmement important pour leur développement. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation, on peut accéder à tous les citoyens du pays et donc développer les services bancaires sur l'ensemble des territoires, que ce soit au Maroc d'ailleurs ou à l'étranger. Deuxièmement, nous voyons des perspectives de répartition du marché entre les établissements de crédit et les établissements de transfert d'argent qui sont capables de prendre en charge tout ce qui est lié au cash. Maintenant, les établissements bancaires auront une charge extrêmement importante de rationalisation des relations avec les entreprises, notamment dans l'encadrement des PME, PMI, à travers une présence plus confirmée des banques et une grande proximité dans l'accompagnement de ces petites entreprises. Troisièmement, nous pensons que nous pouvons envisager une réduction importante des manipulations documentaires, ce qui permettra une économie importante de temps. Notamment, on voit dans les opérations internationales, notamment grâce aux techniques des blockchains, notamment dans la réalisation des crédits documentaires. Aujourd'hui, on peut réaliser des opérations en quelques minutes, alors qu'avant, elles nécessitaient plusieurs jours pour traiter les documents, et tout cela va venir pour conforter le rôle des banques dans le processus d'échanges commerciaux. Donc, nous pensons que tout cela va aboutir à un besoin très, très important de formation, puisque tout le temps qui sera dégagé grâce à ces techniques doit être utilisé par les banques pour pouvoir offrir des services meilleurs et pour améliorer aussi leur rentabilité. Les travaux à distance et l'usage des informations à travers les réseaux disponibles, et comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, la banque fait partie d'un ensemble de réseaux. Et ces réseaux lui offrent des plateformes d'information, lui offrent des informations crédibles. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller vérifier l'authenticité de tel ou tel document. Les réseaux sont sécurisés d'eux-mêmes. Et cela permet un gain de temps extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, un exemple, pourquoi demain continuer à vérifier les signatures des chèques alors qu'aujourd'hui, le chèque dans l'ensemble des pays du monde est un instrument qui commence à disparaître. Et cela va mener les banques à utiliser une monnaie beaucoup plus propre, à maîtriser davantage les capitaux en circulation et à permettre à l'économie d'être aux standards internationaux de transparence et de Merci performance. beaucoup, Célarni. Je vais devoir vous arrêter là, mais je suis vraiment très heureux d'entendre ce résumé global dont, évidemment, un des enjeux, c'est la formation, vous l'avez bien dit. Donc, un meilleur service à la clientèle, la digitalisation permet plus de proximité, GAB ouvert 24/24, un service de plus grande qualité, plus de conseils. Merci beaucoup, Célarni, d'être parmi nous. Je vous remercie. Et nous allons passer assez rapidement à la session suivante. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être parmi nous. Merci et bon courage. Merci.